Yo, bienvenue dans le débrief des diables. Aujourd'hui, nous allons aborder la qualification de notre équipe pour le prochain Euro 2024, mais pas que. Car vous le savez sûrement, la Belgique a pu briller, et même d'une très très belle manière, dans différents sports. Alors, nous allons aborder ensemble les sports qui me parlent le plus, qui sont le basket et le foot, et je ferai uniquement mention de l'équipe de hockey, ou des cyclistes, ou des tennisman, que je félicite, mais que je ne pourrais pas commenter plus que ça, ne m'étant pas penché sur leurs résultats respectifs. En tout cas, je suis très très fier des performances que les joueurs, enfin que les athlètes plutôt de notre pays sont capables de proposer au niveau international et ou européen, en tout cas sur des grandes plateformes sportives, et nous allons pouvoir aborder un peu plus également des choses qui ont pu resplendir au niveau mondial, je le pense, très très sérieusement. Donc nous allons parler ensemble de la qualification de l'Euro pour les Diables Rouges, mais aussi nous allons aborder le chapitre des Diablotins, qui malheureusement est empli de déception. Je suis un peu au regret de le dire, oui, on abordera ça un peu plus en profondeur, mais j'étais obligé d'ouvrir cette vidéo par un grand coup de chapeau pour nos Belgian Cats qui ont fait une prestation historique, on peut le dire, puisque c'est le premier titre du basket féminin belge, et il y a eu la manière, c'est surtout ça, un Euro qui a été maîtrisé de bout en bout par une équipe qui a montré une détermination sans faille, une qualité offensive magnifique, et surtout des joueuses cadres qui sont à un niveau d'excellence vraiment vraiment impressionnant. Donc, pour revenir un petit peu en détail, hein, on va pas faire du match par match, mais on a pu voir tout au long de la compétition une équipe qui offensivement pouvait vraiment marquer de toutes parts, et surtout qu'elle avait des capacités défensives qui pouvaient mettre à mal vraiment toutes les équipes. Ça s'est vu, ça s'est clairement vu au cours de la compétition, avec notamment une victoire avec 30 ou 40 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Non, vraiment impressionnant. Après, c'est surtout, je pense, c'est les matchs que j'ai vu regarder plus en détail aussi. Mais je pense que la demi-finale et la finale sont vraiment l'expression même de ce que sont les Belgian Cats. Au final, un match contre la France avec une qualité offensive impressionnante. La France ne nous a vraiment pas laissé gagner, même s'il y a eu un peu d'avance. Au final, les Belgian 4 ne gagnent que de 1 point, donc c'est dire à quel point la rencontre était serrée. On a vu vraiment une qualité offensive qui a posé problème et qui était inarrêtable pour l'équipe de France, qui pourtant avait step up son niveau défensif avec une Sandrine Gruda qui a vraiment mis à mal notre équipe. Et finalement, on arrive à ressortir de ce match avec la hargne, je pense, et la possibilité, voilà, d'avoir passé ce cap qui nous avait fait défaut au dernier Euro, que j'avais abordé aussi sur la chaîne. J'ai fait une vidéo un peu spéciale là-dessus. Sur la médaille de bronze qu'elles avaient été décrochées. Ici, on refait, bon, pas une vidéo spéciale, mais on aborde comme cette médaille d'or. Donc voilà, on a pu accéder à cette finale en s'étant défait de la Serbie juste avant. Donc voilà, quand même des gros noms du basket au-delà même européen, du basket mondial, pour clôturer cette compétition de la plus belle des manières, en faisant preuve d'un caractère et d'une détermination vraiment sans faille. Le match contre l'Espagne était vraiment compliqué. Pour l'avoir regardé, on avait eu vraiment la sensation que l'Espagne contrôlait son sujet. Alors elle commettait des erreurs, mais les erreurs belges étaient beaucoup plus importantes. L'Espagne donnait vraiment l'impression de ne pas pouvoir être mise à mal dans leur construction offensive, mais il s'est avéré que nous avons quand même 5 joueuses, mais offensivement nous avons quand même 4 joueuses exceptionnelles.
Donc on a De Lattre, si je ne dis pas de bêtises, surtout qui est une très forte joueuse, mais qui est plus là pour les tâches défensives, qui a des très très bonnes capacités défensives et une bonne lecture de jeu à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, offensivement, je veux dire, on a Van Loo, qui est devenu un sniper incroyable, ça s'est plus traduit dans la demi-finale contre la France, mais vraiment une qualité de tir incroyable. Linskens qui, encore une fois, s'impose dans la raquette, voilà, fait des doubles-doubles, à ne plus savoir qu'en faire, et vraiment une présence aussi bien offensive que défensive. Alors je trouve toujours qu'elle a un petit peu ce défaut que j'avais repéré lors du dernier Euro, à ne pas boxer forcément rebond. Donc des fois elle a des petites absences, mais bon, sur le match du coup contre l'Espagne, elle finit en 15-18 ou 19-18. Enfin elle a pris je crois 15 entre 15 et 18 rebonds, j'ai plus la stat exactement, mais voilà. Une grosse présence. Bien entendu, Julie Allemand à la baguette. Julie Allemand, elle m'impressionne. C'est décuplé avec la joueuse qu'on va aborder juste après, mais je trouve vraiment que elle et Emma Messman, bon, pour la citer tout de suite, ont vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'elles ont un temps d'avance sur le reste du terrain, même des fois par rapport à leur équipe. On voit des demandes d'écran de Julie Allemand ou des décalages ou des passes où les joueuses ne s'attendent pas forcément à recevoir le ballon ou le reçoivent peut-être un peu tôt par rapport à leur positionnement. Donc c'est vraiment qu'elles ont une omniscience, un peu l'œil divin, un peu comme dans Blue Lock, de voir ce terrain au global et de pouvoir délivrer les passes parfois trop tôt. Et non, un niveau de jeu vraiment impressionnant qui, pareil, délivre des passes, marque des points et est capable d'aller justement chercher des points quand c'est difficile. Mais bon, on a quand même la joueuse. Alors j'ai regardé le match avec les commentaires américains, ne me demandez pas pourquoi. Ils parlaient d'elle comme la meilleure joueuse du monde. Alors je n'ai pas assez de connaissances de basket féminin global pour en juger. En tout cas, c'est la meilleure joueuse d'Europe, puisqu'à l'issue de cette médaille d'or, elle a été élue MVP de la compétition. Et pareil, c'est une joueuse historique, c'est une joueuse tellement forte, tellement en avance sur le terrain, tellement à l'aise offensivement, capable de marquer, mais c'était encore plus criant dans cette finale, parce qu'on a eu vraiment des trous d'air offensifs où on n'arrivait pas à mettre en shoot. Le tir à 3 points, normalement, fait partie de nos forces sur ce match-là, ça ne l'a pas du tout été. Et qui nous a aidé à tenir la barque, Messman en première instance, en première lame. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et elle inscrit encore plus son nom dans l'histoire en étant la première femme, je crois que c'était contre la Serbie, je dis peut-être une bêtise, ou alors avant, mais en étant la première athlète à faire un triple-double en Eurobasket, ce qui est, c'est assez marquant. Surtout pour le basket qui est un sport assez de stats quand même, un peu moins en Europe, mais quand même ça reste assez significatif. Voilà, triple-double pour une joueuse dans une compétition, bon, j'allais dire internationale non parce que c'est Europe, mais voilà, c'est une prestation vraiment marquante. Et voilà, tout ça pour dire parce que bon, ça me tenait à cœur parce que c'est quand même une équipe que j'apprécie, avec quand même, voilà, il y a 2 joueurs que j'aime vraiment beaucoup, enfin surtout une, Julie Allemand, que j'ai vu un peu évoluer depuis un certain temps. Et alors ce n'est pas des joueuses qui sont au début de leur carrière, elles sont encore loin de la fin, mais voilà, elles sont un peu, c'est vraiment les porte-étendards de notre équipe. Je veux dire, ces 4 joueuses-là, Van Loo, Linskens, Allemand et Messman. Alors, ça durera le temps que ça durera, mais je pense que sur les 3-4 ans à venir, au moins au prochain Euro, je pense vraiment que les Belgian Cats vont se positionner comme contenders systématiquement. Et je pense que même s'il y a des équipes qui ont un niveau assez intéressant, comme le collectif japonais par exemple, la Chine qui n'est pas au reste, bien entendu les États-Unis, l'Australie, voilà, il y a des pays qui ont de très très fortes équipes, mais je pense que vraiment la Belgique, si elle arrive à conserver, voilà, ce niveau au niveau du 5 majeur et à révéler des joueuses en sortie de banc, je n'ai pas les noms, mais d'ailleurs il y avait une avec les 13 rouges, pareil, que j'ai trouvé intéressante. Il y a Delart qui, je pense, peut continuer à progresser, voilà, donc je
pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, c'était juste vraiment pour rendre hommage à cette équipe qui a fait quelque chose d'incroyable. On en avait parlé déjà, c'était pas fantastique, mais que c'était vraiment réjouissant de voir qu'on était capable de performer sur un sport comme le basket féminin qui est assez important. Je pense au niveau du sport féminin, ça fait partie des plus gros sports collectifs, dire comme ça. Et là, d'arriver à obtenir une médaille d'or en affrontant quand même voilà trois des grosses équipes de ce tournoi. Chapeau. Franchement, chapeau. Donc, bravo, mesdames. J'espère pour vous que ça va continuer. Et bon, si je suis amené à pouvoir poser mes yeux un peu plus proprement sur l'ensemble de la compétition, on fera peut-être des débriefs un peu plus en détail si j'en ai la possibilité. Très bien. Ceci étant fait, nous allons aborder un dossier un peu moins réjouissant, même s'il y a quand même de très très bonnes choses qui se sont profilées. Il y en a eu des un peu moindres. On va revenir sur ce petit dossier, ce petit drama. On est un peu obligé d'en parler et bon, c'est un peu triste, mais on ne connaît pas le fin mot de l'histoire au final. Donc, une qualification pour le prochain Euro. Qui s'est soldé par un nul et une victoire, mais ce n'est pas tant le résultat des matchs qui va être intéressant, c'est la manière dont ceux-ci ont été abordés, et surtout ce qui s'y est déroulé pendant et entre. Je pense que c'est très très bien résumé comme ça. Donc, déjà, au préalable, à l'annonce des joueurs, gros questionnement, puisque nous savions déjà que Kevin De Bruyne, après sa finale, heureusement gagné par son équipe, mais pour lequel il n'a pas pu participer tout le long du match pour une nouvelle blessure, n'allait pas être présent. Mais ce n'était pas le seul, il y avait aussi également Onana qui n'était pas présent pour blessure, et Trossard qui devait se faire opérer pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec le foot, pas pour quelque chose qui l'empêchait de jouer avec le foot. Donc je pense que c'est un peu rassurant, en toute proportion gardée, puisqu'il subit quand même une opération, mais voilà, il n'était pas là. Ajouter à cela Lukaku qui sortait d'une prestation aussi encourageante que désespérante du côté de l'Inter Milan dans cette fameuse finale de Ligue des Champions. Et on pouvait se poser des questions au vu de la liste des joueurs de Domenico Tedesco lorsque celle-ci a été annoncée, sur lequel nous allons revenir très rapidement pour voir que c'était assez difficile de dégager vraiment une tendance avant les matchs. Donc nous retrouverons les 4 gardiens, quelque chose que j'ai critiqué à de nombreuses reprises par le passé. C'est peut-être révélé utile. Pour une fois, c'est peut-être pour ça qu'on prend 4 gardiens. En tout cas, on retrouvait donc à l'appel Courtois, Matsels, Kamiski et Bodard. Bodard, nouvel appelé. D'ailleurs, en conférence de presse, Domenico Tedesco qui a vantait le mérite de Bodard et disait que selon les observateurs, c'était sûrement lui le prochain grand gardien de la Belgique, car il est jeune. Donc en tant que standardman, ça me fait très très plaisir de voir Bodard là. Comme un autre joueur, un défenseur qu'on va aborder juste après. Donc voilà, les 4 gardiens. Donc il n'y a aucune surprise. Peut-être un petit peu déçu de ne pas revoir Koen Castells, mais il devait y avoir des raisons. Je suppose, je n'avais pas l'info au moment donné. Bref, en défense, on retrouve Castagne face Théat Vertonghen, et donc là c'est du classique. Den Donker qui était repositionné en... Donc quand je l'ai vu, je pensais qu'il avait été pris en milieu de terrain, parce qu'encore une fois, la liste des joueurs a été donnée pêle-mêle comme ça, les noms ont été donnés sans aucun ordre respecté de poste, donc c'est à nous un peu de repositionner. Donc moi je pensais qu'il l'avait pris en tant que milieu, et non, il l'a pris en tant que défenseur central, et quand je repense au débrief précédent que j'ai fait, que je demandais un peu qui mettre à côté de face lorsque Vertonghen n'est pas titulaire, pour laisser à Théat ce couloir gauche, Den Donker, pour moi, c'est logique, parce que bon, Martinez le faisait jouer mieux, comme j'ai dit à de nombreuses reprises, en club, il joue défenseur central, même s'il a un peu décalé. Pour moi, son poste de prédilection, c'est défenseur central, même si c'est un joueur qui a une bonne vocation offensive, je pense qu'il est meilleur vraiment en dernier rideau. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir. On avait également Borno qui n'a pas pu jouer, mais qui fait présence et qui, je pense, pour avoir du temps de jeu, en tout cas qui fait partie de ces joueurs du futur. Et surtout Aldakil, donc joueur
évolue au standard si je ne dis pas de bêtises, qui fait surtout partie des Diablota, hein, qu'on va aborder un peu plus tard. Donc il a pu jouer, mais du coup il a fait les 2 rassemblements, il a fait les qualifications de l'Euro avec les Diables Rouges et l'Euro à proprement parler de U21. Fait très intéressant, assez cocasse. Je voyais les retours qui disaient que Tedesco faisait beaucoup démarrer des jeunes et que ça devait donner des sueurs froides à Martinez, ce qui est un peu vrai, Mais c'est fort plaisant, et quand on voit le talent, on peut se dire que avec du travail, finalement, on n'est pas dans une période de disette, en fait, comme on pouvait le croire. Mais on reviendra un peu plus en détail là-dessus plus tard. Donc au milieu de terrain, on avait Tielemans, Mangala, Van Aken, Vranks qui était déjà là, qui fait aussi partie des U21, et Trésor qui également fait partie des U21. Pareil, on va revenir sur leur cas un petit peu plus tard, puisqu'on a pu les voir jouer. Et en attaque, maintenant, Lukaku, Batshuayi, Carrasco, la bénédiction Doku qui a pu jouer. On va revenir sur son cas en particulier, lui aussi. Luke Bacchio, et puis Openda Bakayoko et Deman, qui sont des joueurs également diablotins, qui ont participé à la qualification et à l'Euro, qui n'ont pas forcément tout joué au même niveau. Deman a très peu joué, Openda a été titulaire à chaque fois. Logique. Et du coup, lorsqu'on voit un peu ces joueurs, on peut se demander comment on va s'organiser. Et ça a été assez compliqué pour Domenico Tedesco, pardon. Parce que, bon, on va le dire tout de suite, l'absence de Kevin De Bruyne et Onana a créé vraiment un trou au milieu de terrain. C'était extrêmement compliqué. Avec tout le respect que j'ai pour lui, Tielemans n'a vraiment pas fait 2 matchs incroyables. Surtout le match contre l'Autriche, je l'ai trouvé très hors trait, il ne créait pas assez le jeu. Je pense qu'il était un peu déstabilisé de sa position de moyen récupérateur, moyen offensif. Il n'arrivait pas à gérer les deux côtés. Alors il a failli marquer un but incroyable, mais bon, il faut avouer que son rôle était assez était important, et que pour moi il n'a pas répondu à l'appel. Donc voilà, je pense que d'avoir De Bruyne à côté de lui, et surtout Onana derrière lui, permettrait de l'aider à performer, mais d'être l'axe principal de notre milieu de terrain, je pense pas que ce soit... En tout cas, ce n'est plus viable comme ça a pu l'être pendant un moment sous Martinez. Après, je pense que physiquement, le joueur n'est peut-être pas au top de sa forme. Ça, je sais pas, je ne suis pas Leicester. En tout cas, quand on voit la saison de Leicester, un peu compliqué. Mais voilà. Donc, on entamait cette qualification de l'Euro avec le gros test. Pour moi, là, c'est même clairement la plus grosse équipe de notre groupe pour cette qualification. L'Autriche, du coup, de Arnautovic, Sabitzer et Leimer. Leimer qui n'a pas joué d'ailleurs. Donc, un match assez... bizarre, je vais dire, assez bizarre. Donc, comme je vous l'ai dit, l'absence de Kevin De Bruyne, Onana, mais également Trossard. Pour moi, je pense que vraiment ces joueurs-là ont une position prédominante, vraiment, dans cette équipe. C'est les 3 joueurs qui fit parfaitement sur le système, que ce soit en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, 4-3-3 qui se transforme en 4-4-2 en défense. Vraiment, pour moi, c'est ces 3 joueurs-là qui ont la primeur. Et... ça a vraiment créé un gouffre au milieu de terrain. On a vraiment eu du mal à construire des attaques. On a vraiment eu du mal aussi à comprendre un peu le système, parce que donc on était positionné en 4-3-3 sur les phases défensives, voire même en 4-4-2. Enfin, c'était un peu bizarre, mais surtout ce qui était important, c'était que en phase offensive, Castagne décrochait, en fait, et rentrait dans l'axe pour créer un 3-4-3 ou 3-5-2. Sauf que Castagne, il a déjà du mal à gérer l'attaque et la défense quand il reste sur son couloir. Si en plus tu lui demandes de venir participer à l'attaque au milieu de terrain en étant un mieux récupérateur, deuxième mieux récupérateur, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors il a pas vraiment existé sur ce match. On se demandait tous un peu à quoi il servait. Enfin,
pas à quoi il servait, mais à quoi servait de le rajouter là, puisqu'après, lorsqu'il y avait des décalages, c'était compliqué. Alors heureusement que l'Autriche n'a pas fait le plus grand match non plus. Hein, ils se sont créés des occasions, mais pas vraiment hyper dangereuses. En dehors du but qu'ils ont marqué, le CSC de Mangala, terrible. Parce que je pense vraiment que s'il ne la touche pas, la balle elle est direct sur Courtois en fait. Je ne sais pas pourquoi il décide de faire une aile de pigeon. J'aurais plus compris s'il avait mis la cuisse sous le genou. Tu vois, s'il avait tendu la cuisse sur le genou, j'aurais compris. Mais faire une aile de pigeon comme ça, avec une frappe aussi forte, c'est un peu... C'est bizarre. Bon, ça finit au fond, ça fait 1-0 pour l'Autriche. Mais on a sorti une équipe mobilisée, voilà. Lukaku capitaine. Et Lukaku meneur d'honneur. Alors Lukaku capitaine, c'est un peu le choix par défaut, je pense. En dehors de Kevin De Bruyne, qui est pour moi le capitaine... parce que certes, il est fédérateur, il est meneur d'hommes, il parle beaucoup avec ses joueurs, mais je trouve qu'il a un peu trop tendance à râler quand il n'a pas ce qu'il veut. Personnellement, quand on ne lui fait pas la passe ou quand il ne l'a pas dans les bons timings. Après, ça peut porter aussi les coéquipiers à jouer avec un peu plus d'envie, un peu plus de grinta, je vais dire. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, l'attitude de Lukaku est très fédératrice, ça je n'en doute pas, mais des fois j'ai un peu de mal avec sa réaction sur des joueurs qui essaient de bien faire et qui ratent un peu, donc ça vaut peut-être pas la peine de leur gueuler dessus, juste les féliciter pour l'action, en tout cas voilà, c'est un poids de détail, parce que je pense malgré tout que Lukaku est quand même assez prégnant dans cette équipe, même si ce n'est peut-être pas le leader vocal, enfin je pense que maintenant ça va être plus un leader vocal qu'il ne l'a pu l'être sur les dernières années avec Martinez où il y avait un peu trop de bouteilles, je vais dire, avec des Witsel, des Alderweireld, même des Meunier, etc. Voilà, tous ces joueurs qui avaient beaucoup de vécu. À côté, il y a Courtois, on va aborder son cas juste après. Mais voilà, de toute façon, ça reste Kevin De Bruyne, et après, débrouillez-vous, puisqu'on a vu aussi, lors de sa sortie, on l'a vu passer le brassard à Carrasco, donc je pense qu'au final, le brassard, ça reste assez anecdotique, puisque je pense qu'il y a les joueurs issus de cette génération miracle, et en dessous, les jeunes qui arrivent. Je pense que c'est un peu réparti comme ça, et voilà, en tête de gondole, Kevin De Bruyne, qui est indéniablement le meilleur joueur belge à l'heure actuelle. Ah, ça se dispute avec Courtois. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc, au final, pas mal de déchets techniques. Une défense qui, heureusement, arrive à tenir la distance. Et voilà, une égalisation qui arrive après un moment d'hésitation, je vais dire, du côté autrichien. Et malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Un peu déçu de ce match. Une tactique vraiment hasardeuse, enfin pas hasardeuse, mais vraiment, j'ai pas vraiment le mot, mais on sent que ça n'a pas été fait, enfin le travail en amont n'a pas été assez important pour préparer ça. En même temps, comment tu peux prévoir que Kevin De Bruyne va se blesser à la Ligue des Champions? C'est compliqué, voilà, donc il y avait pas mal d'absents. On a fait le strict minimum, on va dire, et on part avec ce nul qui nous laisse dans une bonne position, mais qui aurait pu voir un meilleur résultat. Et je pense qu'avec notre équipe au complet, le résultat aurait été clairement différent. Donc voilà, pas plus pour ce match. C'est que j'étais en train de repenser à ce qui s'était passé après. Puisque du coup nous allons affronter une équipe que nous jouons énormément ces derniers temps, l'Estonie, qui nous... Bon, je les plains un peu parce que c'est jamais très facile pour eux de jouer contre nous. Surtout que c'est souvent dans des compétitions, voilà, Ligue des Nations, Coupe d'Europe. Mais avant ça, coup de tonnerre. Courtois part du rassemblement, quitte le rassemblement. Les premières infos que on a vu sortir, c'était qu'il n'aurait pas accepté le fait que Lukaku ait été désigné capitaine contre l'Autriche. Alors, derrière, on a eu une sortie de Tedesco qui a dit que, certes, il n'avait pas été désigné capitaine sur ce match-là, qu'il aurait dû l'être contre l'Estonie, et qu'il se voyait vraiment déçu par le joueur, par cette attitude, et qu'il ne pensait pas que une décision aurait pu le faire sortir complètement du groupe.
On a vu des joueurs comme Carrasco, par exemple, ayant dit qu'ils étaient déçus de l'attitude de Courtois. Mais de l'autre côté, on a Courtois qui en fait, aurait été rappelé pour blessure et a dit aux médias que le Real avait été en contact avec le staff technique de l'équipe de Belgique pour voilà signifier que il y avait blessure et que le joueur devait être rappelé. Donc au final, voilà. Est-ce que c'est l'ego de Courtois qui a fait que... Est-ce qu'il y a eu une petite bisbouille entre le coach et le joueur ou entre les joueurs? Entre les joueurs, je pense pas, plus entre le coach et les joueurs. Ou alors est-ce qu'effectivement il y avait un problème de blessure qui est survenu durant le match contre l'Autriche? C'est difficile à dire. Vu son match contre l'Autriche, je pense pas. Je pense qu'il était un peu blasé, surtout du CC qui se prend parce qu'il fait un match... il peut pas faire mieux. En gros, il n'y a pas cette déviation de Mangala. Je pense pas qu'il encaisse de but. Parce que, au vu de la défense et surtout de l'attaque autrichienne, c'était très très compliqué. Donc, je peux comprendre qu'il soit un peu dégoûté. Qu'il a encore le seum. Hein. ça reste Courtois. Donc, à voir. En tout cas, il y a eu des échos aussi qui ont dit qu'il pourrait prendre sa retraite. Alors, moi, ça, pour moi, c'est du journalisme spectacle, un peu. Voilà, on prend des éléments. Il y a peut-être des paroles qui ont été dites, qui sont transformées, modifiées, amplifiées. C'est souvent ce qu'on voit dans les médias, d'autant plus sportifs, puisqu'il faut, voilà, générer un peu d'émulation sur certains sujets. Je ne vois pas pourquoi Courtois refuserait de revenir. Surtout qu'il a parfaitement accepté le fait que ce soit Kevin De Bruyne, le capitaine number one de l'équipe. C'est juste que, voilà, je pense qu'il y a eu une mésentente. Savoir quelle est la raison réelle... honnêtement, on s'en fout un peu. Tout ce que j'espère, c'est qu'il sera là en septembre pour les prochains matchs, et que cette histoire sera derrière nous, et qu'il nous fera des clean sheets, et qu'on continuera sur notre très très bonne lancée, puisqu'on a quand même besoin de lui, même si, on va y revenir un petit peu plus tard, on a des noms qui commencent à popper et qui sont intéressants. Hein, voilà, on va pas se le cacher. Donc, on arrive dans ce match contre l'Estonie, et bon... Il n'y a pas photo, bon, l'Estonie, on les connaît assez bien, ils prennent souvent des petites valises quand ils jouent contre nous. Bon, c'est pas non plus une équipe... Bah voilà, la différence de niveau est quand même assez importante. Donc voilà, un match qui se finit sur 3-0. Après... 2 buts de Lukaku et un but de Bakayoko qui intervient après son entrée. Un système un peu remanié. Et on est revenu sur ce 4-2-3 un peu caractéristique où on avait du coup Doku et Carrasco qui s'échangeaient les postes un peu comme Carrasco le faisait avec Trossard. Alors je suis pas vraiment convaincu de ça. Parce que je pense que ça manque du physique de Trossard, en fait, même si Doku est un joueur assez physique, avec des qualités vraiment intéressantes. Et surtout, de le faire jouer comme ça permet de le combiner avec Luke Bacchio, ce qui crée voilà, un axe vraiment assez rapide entre Doku, Carrasco et Luke Bacchio. C'est vraiment intéressant, mais je trouve que ça manque clairement de physique, et c'est assez compliqué. Tielemans, toujours un match assez compliqué. C'est vraiment pour moi le joueur un peu moins sur ces deux rassemblements. Il m'a vraiment pas convaincu. C'est dommage parce que c'est un joueur qui a quand même des qualités, qui pourrait avoir un rôle plus important, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'y tenir ou qu'il est limité physiquement. C'est un peu problématique. Mais donc à voir comment ça va se corréler un petit peu avec l'équipe. Surtout que je pense pas qu'il ait de place de titulaire attitré, à voir. Mais je pense que ce serait une erreur. On verra. Ça va être amené à changer. Mais bref, ça c'est pour le cas Tielemans. Donc un match pas vraiment plus compliqué que ça au vu de notre adversaire. J'ai trouvé quand même Lukaku assez... il avait envie de marquer. Il a raté pas mal d'occasions de but. Mais il en a marqué 2 quand même. Mais on sentait que quand il ratait, ça le piquait. Vraiment, il était fâché. Il voulait montrer quelque chose. Surtout que bon, le match contre l'Autriche était à domicile. Les joueurs avaient vraiment envie de gagner à domicile pour la première de Tedesco et de cette nouvelle équipe au Stade Roi-Baudouin. Ça s'est pas passé comme prévu. Donc là, voilà, ils y sont allés. Et honnêtement, je vais pas m'étaler plus que ça sur le match de l'Estonie. Une victoire amplement méritée. L'Estonie
voilà, nous a laissé faire le jeu, on a contrôlé le ballon, on a fait ce qu'on savait faire. Le score est à 3-0, il aurait pu être de 5 ou 6 facilement, c'est juste qu'on n'a pas eu la justesse et on a galéré un petit peu encore avec ce milieu assez expérimental avec, oui, voilà, euh, Trésor qui avait joué, Vranks aussi, Tielemans, c'était un peu moins simple. Mais malgré tout, il y a quand même des bonnes choses à retirer de ce rassemblement. Pour moi, en dehors de Tielemans, il n'y a pas vraiment de joueur qui sort du lot pardon, dans le bas du classement, enfin dans le bas du tableau plutôt. Peut-être Castagne, mais Castagne c'est indépendant de lui, c'est vraiment le match de l'Autriche. Son positionnement était beaucoup trop demandant. Voilà, son rôle était un peu trop important pour lui, je pense, et il n'a pas réussi à s'y retrouver. Mais à côté, on a quand même voilà Lukaku qui montre, bon, c'est un peu le pro des petites équipes, ça faut le dire, mais il est quand même là, et j'ose espérer que voilà, à un moment, il va arriver à produire ce qu'il produit voilà, contre la Croatie, contre la France, contre le Portugal, contre l'Angleterre, je ne sais pas moi, contre les grosses équipes du football. Parce que c'est très beau de faire ça contre l'Estonie, c'est super, y a aucun souci, mais voilà, il faut arriver à faire ça contre des grosses équipes, c'est un peu le reproche qu'on peut lui faire. À côté de ça, bah, Luke Bacchio qui, je pense, va avoir pas du souci à se faire, mais il va y avoir un débat, je pense, sur ce côté droit. Théâtre qui confirme que sur le côté gauche, c'est solide. J'aime bien. En plus, il participe offensivement puisque c'est lui qui va délivrer la première passe décisive à Lukaku sur un centre qui s'est transformé en CSC. Enfin, je sais pas s'ils ont mis ils ont CC ou ils ont gardé le but de Lukaku. En tout cas, c'est lui qui fait la passe. Et non, en plus, c'était pas le même but. Je confonds les deux buts parce qu'ils sont arrivés un peu de la même manière. Mais bref, il fait la passe à Lukaku. Non, très très bien. Fas qui est encore marque de son empreinte. Et puis surtout, Jérémy Doku. Jérémy Doku. Je pense vraiment que entre Doku et Onana, on a quelque chose. Mais on a des joueurs qui peuvent avoir un niveau vraiment mondial. Se classer dans les meilleurs joueurs du monde. Peut-être pas les meilleurs joueurs du monde, mais qui peuvent voilà être vraiment dans le top 10, aller pour voir large, dans le top 10 de leur club, dans le top 10 à leur poste, pardon, d'ici les 5-6 ans à venir. Doku, on lui enlève les blessures, c'est un génie. C'est un génie. Honnêtement, même sur des... Enfin, après, ça reste entre guillemets, ça reste l'Autriche. Et encore, l'Estonie. Mais sa qualité de balle, sa qualité balle au pied, pardon, faut que... Ça fait un moment que je parle, je commence à m'emmêler dans mes mots. Sa qualité balle au pied, sa qualité de dribble, sa qualité de vitesse, les fautes qu'il provoque, sa capacité à se sortir des espaces surtout. Incroyable. Incroyable. Alors, il va lui manquer un petit peu, voilà, des fois cette dernière touche de balle ou cette petite passe au lieu de continuer à vouloir dribbler. Mais on est vraiment sur un potentiel incroyable. Un potentiel incroyable. Bon, on le savait déjà. Mais en fait, ce qui me faisait peur, c'était qu'avec ses récentes blessures, qu'il avait fait déjà louper pas mal de rendez-vous, surtout avec les Diables Rouges. Est-ce qu'il pouvait revenir, voilà, à son niveau? C'était un peu la question qui se posait, surtout avec l'émergence de Luke Bacchio du côté droit. Bah, il y a pas photo. Il y a quand même... Alors, Luke Bacchio est très très fort, mais voilà, pour l'instant, Luke Bacchio est là. Doku est là, mais la réalisation de Doku, elle est là, quoi. Il y a vraiment un phénomène, vraiment un phénomène. Je pense vraiment que, voilà, même en Ligue 1, ils s'en sont pas mal rendus compte. D'ailleurs, en Ligue 1, il y a pas mal de joueurs belges qui performent et qui sont encensés par la presse et les autres équipes, enfin les autres entraîneurs. Donc c'est vraiment appréciable. On a vraiment un pool de joueurs qu'on va pouvoir aborder juste après, qui est très très intéressant. Non mais du coup, voilà, pour arrêter voilà, le léchage de bottes, pour rester poli. Non, incroyable, et voilà. On a notre ailier du futur. Ça fait plaisir et j'espère vraiment, voilà, je touche du bois, même si ça me paraît compliqué, que sa santé lui permette de continuer à progresser, parce que vraiment, on a là un talent brut indéniable, et voilà, accompagné de Onana, de Théâtre, de Fas, qui sont petit peu plus vieux, j'ai l'impression, et puis tous les autres qu'on va aborder juste après, voilà, qu'on les retrouve en septembre pour
aller accrocher cette qualification qui pour l'instant est acquise, hein, on est deuxième, mais je pense qu'on a vraiment de quoi finir premier, qu'on corrige ce petit faux pas d'égalité contre l'Autriche, qu'on fasse le taf contre les autres équipes, qu'on arrive à voilà, se débarrasser de la Suède comme on a pu le faire par le passé, et puis voilà, ça devrait bien se passer, on devrait finir premier du groupe, si tout va bien, si les blessures nous épargnent, et si les joueurs arrivent à se recentrer, hein, Monsieur Courtois, on vous attend dans les cages. Voilà, donc c'est tout pour l'Euro, on verra, pour la qualification de l'Euro, on verra ce qui se passe en septembre, et nous allons pouvoir enchaîner sur l'Euro des moins de 21 de nos Diablotins, qui, malheureusement, est une réelle déception. L'équipe n'est pas sortie des poules, donc une sortie prématurée, qui est vraiment dommage. Pour avoir vu, malheureusement, j'ai pas pu voir le match contre les Pays-Bas, qui s'est soldé par un match nul, mais qui, au vu des retours et au vu des highlights, a montré une vraie solidité de notre équipe. Donc, parti de ce postulat-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et on a enchaîné contre la Géorgie, donc pays hôte de cet Euro 2021. Un match qui a démarré sur les chapeaux de roue, on mène très vite 2-0, rentrée de vestiaire 2-0, la Belgique contrôle son match, pas de souci. Sauf que la Géorgie, c'est un peu la belle histoire de cet Euro 2021. Ils ne lâchent rien. Et ils ont réussi à revenir à 2-2. Et le match s'est clôturé sur ce score-là. Alors la Belgique peut avoir de très gros regrets sur ce match-là, puisqu'on dominait le match. Et honnêtement, il y a un joueur qui a fait la différence. Alors, je ne prononcerai pas son nom puisque je ne l'ai pas retenu exactement. Mais en tout cas, c'est cet avant latéral ou avant central, je ne sais pas exactement. En tout cas, il a fait de très gros dégâts. Et il a créé les deux actions. D'ailleurs, il s'est blessé, je crois, sur la fin de match. Enfin bref. La Géorgie, une très grosse force de caractère. La Belgique a été repoussée dans ses retranchements et n'a jamais réussi à conclure. C'est dommage. Malgré tout, vu que c'était 2 matchs nuls, on avait une chance de se qualifier toujours lors du dernier match contre le Portugal. Et c'est là peut-être qu'on peut avoir les micro regrets. Puisque on perd le match 2-1 en ayant... non, 2-1 ou 2-0, je sais pas. En tout cas, on perd en ayant vraiment raté... c'est Openda. faut le dire, c'est Openda, malheureusement, il a raté deux balles de but. Alors, c'est pas but ouvert où il n'a resté plus qu'à pousser le ballon dans le but, mais ça restait des actions de but qui, normalement, avec la qualité de jeu de Openda et de Balikwisha aussi, ils auraient pu les mettre. Malheureusement, il se heurte à ce gardien portugais qui a fait un match incroyable. C'est vrai que les gardiens, enfin j'ai pas vu le gardien néerlandais. C'est vrai que le gardien géorgien, pareil, a fait un très gros match, même après s'être encaissé 2 buts. Là, le gardien portugais fait des arrêts fantastiques également. Et donc voilà, c'est très frustrant parce que se dit vraiment que les Diablotins auraient pu faire mieux. Alors je ne dis pas gagner forcément la Coupe d'Europe, parce qu'il y a comme des équipes voilà, comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, voilà, qui sont quand même à un niveau très élevé également. Mais on aurait pu espérer. Surtout quand on voit la qualité des joueurs, hein. Donc il y a vraiment un talent indéniable, vraiment des pépites à polir. Donc il y a Vranks qu'on a vu avec les Diables Rouges. Je pense que le joueur qui a fait la plus forte impression, c'est De Winter, que je ne connaissais pas. Et honnêtement, voilà, je me dis, défense centrale, on est pas mal. Là, on a des bons noms qui sont sortis. Face, il faut qu'il reste à ce niveau-là encore 2-3 ans. Et après, on peut se dire qu'on aura une défense face De Winter ou face Aldakil. C'est vraiment bon. Ou voire même de Winter Aldakil, comme on a pu retrouver ça avec les U21. Donc c'est très fort. Il y a aussi le gardien, voilà, j'en parlais, Van der Voort, qui... Alors il a encaissé des buts, certes, mais il a tapé des arrêts encore plus incroyables. Non, vraiment très bon gardien. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans le futur. Parce que on a peut-être là le digne successeur de Courtois. Alors je lui souhaite d'arriver à ce niveau. Pour l'instant, voilà, il reste jeune, hein, il est dans les moins de 21. Mais on tient quelque chose, on tient vraiment quelque chose. Et aussi Balikwisha, que j'ai trouvé vraiment intéressant.
Pour moi, c'est le profil de joueur. C'est un peu Luke Bacchio. En plus, je trouve qu'il lui ressemble un peu physiquement. C'est un peu Luke Bacchio, un peu plus costaud, et ça fait plaisir. Bon, après, il y a Openda, qu'on connaît, bien entendu. Il y a Aldakil, qu'on a un peu moins vu. Il y a cet attaquant droit qui a marqué, du coup, c'est lui qui marque le but contre le Portugal. J'ai oublié son nom, mais pareil, il m'a fait très très forte impression. Il y a deux joueurs aussi qui ont encore plus attiré mon attention de par les postes qu'ils occupaient. C'est Siké et surtout De Kuyper. Et j'ai souvent posé la question de où sont les défenseurs latéraux. Siké, ça reste à voir parce qu'il a été bon, mais à voir comment il peut évoluer. Mais pour moi, De Kuyper, voilà, ce latéral gauche, je le trouve incroyable, vraiment incroyable. Alors, il va falloir qu'il gagne en muscle un peu, alors qu'il muscle un peu son jeu. Non, parce qu'il est assez agressif, mais il va falloir un peu qu'il soit plus costaud, mais technique, super bonne vision de jeu, hargneux, qui va au combat. Non, moi, c'est le type de joueur que j'adore, vraiment, surtout sur des postes à vocation plus défensive. Et c'est vraiment, bon, c'est peut-être pas le joueur qui a le plus marqué au global. Je pense que c'est De Winter qui a fait la plus forte impression et Van der Voort aussi, de par ses arrêts. Mais moi, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est vraiment De Kuyper, que je trouve fantastique. Et voilà, on a notre futur arrière gauche, arrière latéral gauche. Et c'est agréable, c'est agréable. Donc, ouais. Mais malheureusement, on peut les encenser autant qu'on veut. Il y a une réalité, c'est que le jeu n'est pas inné. Voilà, il faut apprendre à jouer ensemble. Il faut corriger ses erreurs, être beaucoup plus patient, prendre soin du ballon, être plus propre dans ses dribbles et dans ses passes. C'est vraiment ce qui a fait... et dans ses contrôles surtout, c'est vraiment ce qui a fait défaut au Diablotin, qui, malgré avoir montré un visage assez beau, je trouve, une équipe assez belle à regarder jouer, comme les Diables Rouges, comme l'étaient les Diables Rouges sous Martinez. Non pas que ça ne le soit plus maintenant, mais c'est assez différent, je trouve. Mais voilà, il y a du travail. Il y a du travail, mais ça augure quand même du bon pour le futur. Donc, voilà, on a fait le tour. Un gros tour d'horizon sur la médaille d'or des Belgian Cats, que je salue encore et que je félicite pour ce magnifique titre. La qualification de l'Euro qui est loin d'être finie, mais qui augure que si les bons joueurs sont là, en bonne santé, ça va bien se passer. Et puis cet Euro de Diablotin qui montre que la Belgique a un vivier de talent vraiment intéressant, mais qu'il va falloir travailler. Et d'ailleurs, petit point que je n'ai pas abordé, les systèmes que les U21 abordaient, utilisés en match, étaient plus ou moins les mêmes qu'on l'on a retrouvé avec les Diables Rouges, ce qui montre que Domenico Tedesco, je pense, n'est pas là pour la prochaine Coupe du Monde. Il est là à long terme et essaie de faire progresser les joueurs dès les U21 pour les intégrer au club en équipe première. Pardon, je commence à être vraiment fatigué, pour les intégrer en équipe première, et c'est vraiment agréable. Et de toute façon, on l'a vu avec tous les noms des jeunes qui ont démarré les matchs ou qui sont entrés en cours de match durant les qualifications de l'Euro. Donc vraiment très satisfait de ça. Maintenant, le travail reste prégnant et il va falloir faire beaucoup mieux. Bref, c'est tout pour moi. Voilà pour ce gros tour d'horizon. On se donne rendez-vous très bientôt pour aborder ensemble les équipes de Belgique et plus en détail les Diables Rouges comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous, que l'esprit shonen vous accompagne comme d'habitude, et moi je vous dis à la prochaine. Salut.